Ďakujem pekne, ak dovolíte, dámy a páni. Je vous remercie chaleureusement, si vous me le permettez, mesdames et messieurs. Je commencerai par une raison tout à fait compréhensible, en abordant un autre sujet, et je tiens à exprimer ma tristesse face au départ de Duan Aplovi. J'exprime bien sûr mes profondes condoléances à sa famille et à ses amis les plus proches. C'était mon ami, une figure importante du mouvement de gauche, car il était un authentique homme de gauche, un social-démocrate. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu rester avec nous encore quelques années et au moins nous soutenir, comme il l'a fait jusqu'au dernier moment. Nous reviendrons certainement sur ce sujet à d'autres occasions. Mesdames et messieurs, dans cet esprit, car je ne veux pas, après ce que j'ai dit, entrer dans de grandes controverses concernant Duan, mais je vais le dire d'une voix tout à fait calme. Nous sommes rentrés hier de Bruxelles dans la nuit. J'espère que personne ne me confrontera maintenant si je dis qu'il était environ 1 ou 2 heures du matin. Et quand je me suis réveillé ce matin, je me suis posé la question. Est-ce que c'était bien moi qui étais au sommet hier? Ou est-ce que c'était vous? Un tel tas de mensonges et de non-sens qui se propagent depuis ce matin concernant le sommet d'hier à Bruxelles, je n'ai pas vécu ça depuis longtemps. Je comprends qu'il y a toujours une tendance à nuire à Smer et à Robert Fico, mais mon devoir est de réagir de manière appropriée à ce qui se passe en Slovaquie depuis ce matin, car il n'aurait probablement pas été utile de tenir une conférence de presse à minuit à Bruxelles ou tôt le matin à l'aéroport de Bratislava à 2 heures. Mesdames et messieurs, je vais commencer de manière très systématique et simple. Hier, il y a eu le Comité pour les affaires européennes, auquel assistaient environ 200 journalistes. Lors de ce comité, une position a été adoptée qui m'engage. Cette position du Comité pour les affaires européennes disait très précisément ce que je devais faire lors des négociations du Conseil européen. Si vous ne vous en souvenez pas, regardez la conférence de presse d'hier ou les images de ce comité et je vous prie de confronter si j'ai fait quelque chose contre ces conclusions qui ont été approuvées hier par le Comité pour les affaires européennes. Je vais procéder étape par étape, car certaines choses doivent être répétées. Peut-être que j'irai dans certains cas dans des détails qui compliqueront un peu plus votre compréhension de ce qui s'est réellement passé, mais je veux répéter que les conclusions que nous avons eues hier à Bruxelles consistaient en 2 parties. La première partie était une partie standard sur l'Ukraine et la deuxième partie concernait la manière d'augmenter les capacités de défense de l'Union européenne. La conclusion du Comité pour les affaires européennes d'hier était que je soutiendrais les 2 parties de ces conclusions à condition qu'il y ait une mention du transit dans la partie sur l'Ukraine. J'y reviendrai bien sûr. Comme d'habitude, le Premier ministre hongrois, qui a toujours des différends avec la Commission européenne et l'Union sur les fonds, Viktor Orbán, a dit qu'il ne soutiendrait pas la première partie, qui concernait l'Ukraine, c'est pourquoi les conclusions standards classiques du sommet européen n'ont pas été adoptées. Il n'y a eu qu'une déclaration du président du Conseil européen, à laquelle 26 États membres ont dit que nous pouvions vivre avec cela. Je l'ai dit parce que je le répète encore une fois. Il y a des conclusions importantes sur le transit du gaz et le chemin de l'Ukraine. Ensuite, il y avait la deuxième partie. Elle concernait les capacités de défense, pour laquelle tous les 21 États membres de l'Union européenne ont voté. Là, les conclusions standards du Conseil européen ont été adoptées. Quelques mots sur ces conclusions, ou plutôt non-conclusions. Les premières sont des non-conclusions, les secondes sont des conclusions, mais cela n'a pas d'importance. Cela reste valable. Hier, le Conseil européen n'a pris aucun engagement concernant la fourniture d'une aide financière ou militaire obligatoire à l'Ukraine. Dois-je le dire en russe, en anglais, si vous voulez, je peux vous le répéter dans d'autres langues. Encore une fois, toute aide qui va à l'Ukraine, militaire et financière, est basée sur le volontariat. Je l'ai dit 1000 fois hier au comité. La Slovaquie ne donnera pas d'argent à l'Ukraine pour la guerre et ne donnera pas gratuitement à l'Ukraine des produits militaires. C'est aussi notre position officielle, que nous maintenons et que nous avons. Donc, la première chose que je veux demander, alors que vous criez tous si fort depuis ce matin, où ai-je violé la décision du Comité pour les affaires européennes? Si j'ai confirmé ce que nous affirmons depuis 3 ans, nous ne donnerons pas d'argent à l'Ukraine pour la guerre et nous ne donnerons pas d'armes à l'Ukraine. C'était tout le sujet de l'Ukraine hier. Bien sûr, c'était avec la participation du président ukrainien. Mais comme il y avait un accord qu'il n'y aurait ni téléphone portable ni autre dispositif d'enregistrement disponible, je ne suis pas autorisé à aller dans la cuisine et à parler du déroulement de la discussion qui a eu lieu. Mesdames et messieurs, la Slovaquie tenait particulièrement à faire pression sur le Conseil européen concernant le transit du gaz en provenance du territoire ukrainien vers la Slovaquie, et ensuite vers l'Europe de l'Ouest. Ce sujet est suffisamment connu. Vous savez, il y avait des pays, et je dois le confirmer hier,
qui ont fortement lutté contre la mention de cela dans les conclusions. Et ils ont lutté parce que tout le monde sait que les Ukrainiens achètent du gaz russe. C'est là le premier problème moral fondamental que nous avons. On nous interdit de faire cela, mais les Ukrainiens, eux, peuvent le faire. Et deuxièmement, ils admettent que l'arrêt du flux de gaz de l'Est vers l'Ouest a provoqué une forte augmentation des prix du gaz sur le marché européen. Et nous avons un problème assez sérieux au sein de l'Europe, car l'Ukraine aspire ce gaz européen vers l'Est, ce qui représente un problème assez grave pour l'Union européenne. Lors du Comité pour les affaires européennes, j'ai dit que nous avions besoin d'un mandat, nous devions entendre du Conseil européen que ce problème existe et qu'il doit être résolu. Je considère comme un grand succès que, malgré l'opposition de certains, le Conseil européen a constaté hier que la Commission Slovaquie-Ukraine doit revenir sur la question du transit du gaz, doit trouver une solution pertinente et doit prendre en compte les remarques que la République slovaque répète constamment. Cela signifie qu'hier, le Conseil européen a reconnu la légitimité et le bien-fondé de nos remarques et de nos préoccupations, que nous soulevons sans cesse, car nous savons ce que cela provoque si ce gaz ne passe pas par le territoire slovaque et ne continue pas vers l'Europe. Je dois simplement répéter que tant que le prix du gaz en Europe, également en raison des décisions de Zelensky, est de 45 € par mégawattheure, alors qu'aux États-Unis, il est inférieur à 10 €, vous ne pouvez pas concurrencer. Je conclus donc la première partie. Hier, la République slovaque ne s'est engagée à fournir aucune aide financière ou militaire à l'Ukraine. Je ne l'aurais pas fait non plus, car cela va à l'encontre de la politique étrangère que nous menons, et c'était également la position du Comité pour les affaires européennes. Si d'autres pays, mesdames et messieurs, ont l'intention d'envoyer des missiles et de l'argent à l'Ukraine, comment la Slovaquie peut-elle les en empêcher? Dites-moi comment la Slovaquie peut empêcher l'Allemagne, la France ou quelqu'un d'autre d'envoyer bilatéralement de l'argent à l'Ukraine et d'y envoyer des armes. Vous connaissez mon opinion sur la guerre. Je suis considéré, tout comme Viktor Orban, comme une personne qui parle toujours de mesures, et j'ai un avis totalement différent. Je ne suis pas d'accord avec cette stratégie de guerre, je ne suis pas d'accord non plus avec l'idée que nous pouvons changer quelque chose par la force dans un avenir proche. Si j'en viens à évaluer la première partie des conclusions d'hier, je considère comme un grand succès que nous ayons ici un mandat politique du Conseil européen sous la forme de cette déclaration, sur la base de laquelle nous allons exercer une pression considérable vers l'Ukraine. Parce que l'Union européenne ne peut pas ordonner à un État membre qui n'est pas membre de l'Union européenne d'agir. Mais elle peut donner aux États membres, comme la Slovaquie, comme la Commission européenne, l'instruction de chercher une solution. Et surtout, ce que je considère comme le plus important, c'est que le Conseil européen a reconnu hier les réserves et les préoccupations que nous soulevons concernant l'arrêt du transit de gaz via l'Ukraine. Cela continue. Aujourd'hui, la vice-première ministre et ministre de l'économie, Denisa Sáková, est déjà à Bruxelles. Aujourd'hui, on discute à Bruxelles des possibilités de transit de gaz azerbaïdjanais via l'Ukraine. C'est cette opération de swap dont nous parlons. Par conséquent, conformément à la décision d'hier du Comité pour les affaires européennes, qui a eu lieu ce matin au Parlement slovaque, j'ai dit, puisque ces questions de transit nous ont été transmises, que je n'empêcherai personne d'envoyer de l'argent s'il le souhaite, mais que la Slovaquie ne s'est engagée à rien. C'est un mensonge et honté si quelqu'un propage une telle chose. Nous sommes prêts à aider l'Ukraine sur le plan humanitaire. Nous demandons une nouvelle réunion conjointe des gouvernements. Je crois qu'elle aura lieu bientôt. Vous savez que nous avons réalisé un projet utile, la connexion Bratislava-Košice. En ce qui concerne le fret, nous travaillons à l'élargissement des postes frontaliers, et ce sont là d'autres projets utiles. Pas d'armes, pas d'argent. S'il vous plaît, montrez-moi où je me suis engagé hier et où j'ai trompé quelqu'un. S'il vous plaît, ne mentez pas vous-même. Je comprends que vous ne nous aimez pas et que tout ce qui est contre Fico et Smer est bon, mais soyez suffisamment correct pour informer le public de ce qui s'est réellement passé. Pas un euro, pas une balle. Gratuitement, en ce qui concerne l'Ukraine. Au contraire, selon moi, un grand succès en ce qui concerne la question du transit, car il préférait ne pas voir ce sujet, mais il est sur la table. La deuxième partie, les capacités de défense, mesdames et messieurs, a été discutée hier au comité du Conseil national et tout le monde était d'accord, y compris les députés de l'opposition, que si les États-Unis quittent la structure de sécurité européenne, ce qui semble se profiler, l'UE doit se demander si elle est prête à assurer sa propre capacité de défense. Je ne vais pas faire de catastrophisme maintenant, car c'est un problème avec tout ce qui est dit, même si c'est dit de manière cynique, car cela n'a pas de sens. D'un côté, vous écrivez et affirmez que la Russie est en train de perdre et de fuir,
et puis soudain vous écrivez que ce pays va conquérir le monde entier. Simplement, cela ne tient pas debout. Je veux juste ajouter qu'en ce qui concerne la capacité de défense, dans le cas où les États-Unis refuseraient de garantir la sécurité de l'Europe, des États membres européens, alors la question est simplement sur la table de savoir comment nous allons faire cela ensemble au sein de l'Union européenne. Et de quoi a-t-on discuté hier? Qu'est-ce qui a provoqué un tel émoi, alors que vous aviez tout à disposition? Premièrement, que si nous parlons des dépenses de défense, elles ne seront pas comptabilisées dans le pacte de stabilité et de croissance. C'est une victoire brutale. Simplement, nous pouvons augmenter les dépenses pour divers projets à double usage, comme les hôpitaux, les routes, etc., sous la responsabilité de Robert Kallack ou d'un autre ministre de la Défense, si des dépenses pour des hôpitaux, des routes, des ponts arrivent. Nous le répétons encore une fois. Et cela ne sera pas comptabilisé dans les critères stricts du pacte de stabilité et de croissance. C'est une chose brutale. Idem pour la suite. Il y aura de la flexibilité en ce qui concerne l'utilisation des fonds européens. En effet, de nombreux pays ont des difficultés à gérer et à utiliser les fonds européens. Donc, si quelqu'un dit que vous pouvez les utiliser pour des projets à double usage, pourquoi ne pas construire un hôpital? Avec l'argent de qui? Avec plaisir. Un succès brutal. Ensuite, il y a l'intégration de la BEI, Banque européenne d'investissement, l'intégration du secteur privé et d'autres éléments. Car l'IE dit que si nos amis américains ne sont pas avec nous, nous devrons nous débrouiller seuls et nous devrons nous mettre d'accord sur les achats communs. Car aujourd'hui, l'argent est gaspillé inutilement. Il existe un grand nombre de systèmes de défense aérienne qui seraient bons pour toute l'IE. C'est une question d'efficacité. Si l'IE veut continuer, je pense que c'est la voie à suivre. Donc, pour cette question, les 27 États membres de l'IE ont voté. Alors, que quelqu'un ici présent se lève et me dise en quoi j'ai trompé, en quoi je n'ai pas respecté le mandat du comité pour l'IE, qui a été approuvé hier. Quel argent allons-nous donner à l'Ukraine? Nous, les Slovaques. Quelles armes allons-nous donner? Rien. Zéro. Comme d'habitude. Je fais cependant partie des politiciens qui essaient de se battre pour nos intérêts, et nous pouvons y revenir pour la 35e fois. Cela me donne d'énormes possibilités de faire pression sur l'Ukraine et sur l'IE en ce qui concerne le transit du gaz. Et je crois que viendra à nouveau une période, peut-être que ce sera aussi la raison pour laquelle la Slovaquie aura à nouveau la possibilité de bénéficier de grandes ressources en termes de frais de transit pour le gaz qui irait de l'Est vers l'Ouest. Donc, je ne veux rien cacher, j'ai dit que je parlerai dans le contexte de la triste nouvelle concernant Duan Aplovi. J'espère ne pas avoir dépassé cette approche que j'ai adoptée, ou ne pas l'avoir violée. Mais je veux vous demander à tous, soyons corrects les uns envers les autres. Si j'ai fait une erreur, vous pouvez le dire ici et maintenant, et je dirai pourquoi je l'ai faite ou pas. Hier, j'ai agi à 100% conformément au mandat du comité du Conseil national de la République slovaque. J'ai agi à 100% conformément aux intérêts nationaux de la République slovaque. Sur le sujet, 3 questions. Pas plus, j'ai un programme chargé aujourd'hui. Pas plus. Bonjour, actualité de Burkova, Monsieur le Premier ministre. Je voulais vous interroger sur ce que vous avez dit, à savoir que vous vous réjouissez de la coopération avec les États-Unis. Donald Trump s'est exprimé de manière critique en disant que, si nous exprimons des réserves et des préoccupations, cela n'arrivera jamais à l'ordre du jour du Conseil européen. Il y a 2 ou 3 faits. Premièrement, les décisions de l'Ukraine provoquent une forte augmentation des prix du gaz. Personne n'en doute plus. Si vous regardez les fluctuations des prix, immédiatement après que le président ukrainien a décidé d'arrêter le transit via le territoire ukrainien, les prix ont grimpé en flèche. Et ces prix réagissent assez fortement à tous les mouvements, qu'ils soient liés à des processus de paix ou à des processus qui nuisent au processus de paix. Deuxièmement, non seulement l'Ukraine ne garantit plus le flux de gaz vers l'Europe depuis l'Est, mais elle aspire également le marché européen. Je parle de volume. Nous avons inventé ce qu'on appelle le pipeline inversé. Madame la journaliste, c'était en 2014 ou 2015, lorsque nous étions entre l'enclume et le marteau, entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Les États-Unis disaient « inverser tout le pipeline et envoyer du gaz vers l'Ukraine », car les Ukrainiens étaient en conflit avec les Russes. Les Russes ont dit « ne donnez pas aux Ukrainiens ne serait-ce qu'un mètre cube de gaz que nous vous donnons ». Je parle d'il y a 10 ans. On a trouvé un vieux pipeline inversé que les Ukrainiens utilisent aujourd'hui, car ils achètent du gaz russe en Europe. Et ce gaz russe doit être transporté sur le territoire ukrainien par le propriétaire de ce pipeline, Eustream,
conformément aux droits de l'Union européenne, ce que tout le monde sait au Conseil européen, et c'est déjà embarrassant, car nous parlons du fait que l'Ukraine achète du gaz russe, le paie, et donc finance les dépenses de guerre russe. Je vais terminer par une autre idée, si vous me le permettez. Tout cela est aujourd'hui si grave que nous devons tous réaliser qu'il n'est pas possible d'assurer la compétitivité et la capacité de l'Union européenne sans un certain flux de gaz provenant également de l'Est. Nous ne parlons pas toujours de gaz russe, cela peut être du gaz azerbaïdjanais, cela peut être du gaz slovaque que nous achetons comme tel. Donc, je ne vois aucun conflit. Donald Trump est un homme d'affaires. Donald Trump est venu avec l'idée que, attendez, en Europe, vous exportez plus vers les États-Unis que nous, les Américains, n'exportons vers l'Europe, donc vous devrez acheter plus de gaz et de pétrole chez nous. C'est son approche. Mais je ne vois absolument aucune raison pour que nos relations soient perturbées. L'UE a des discours forts à l'égard de la Fédération de Russie, qui est le deuxième plus grand fournisseur de gaz russe liquéfié. Bien sûr, c'est l'UE. Les États européens. L'UE a de grandes réserves quant à l'achat de gaz russe, car cela financerait la guerre, dit-on. Qui achète ce gaz russe? Bien sûr, l'Ukraine et d'autres pays. Je ne vois aucune corrélation qui justifierait que quelqu'un en veuille à quelqu'un d'autre. Notre devoir est de garantir que le gaz en Europe ne coûtera pas 45 € par MWh, mais que nous nous rapprocherons au moins des prix des États-Unis pour pouvoir concurrencer. Parce qu'il est impossible de concurrencer avec un tel écart. Je vous en prie. Je vous demande encore. Donnons de l'espace. Nous n'avons pas beaucoup de questions. Je vous en prie. Bonjour. Je vous souhaite une bonne journée. Monsieur le Premier ministre Roharian, l'avenir d'Enik. Je voudrais vous demander, Monsieur le Premier ministre, comment décririez-vous l'atmosphère des discussions d'hier? Et peut-être une sous-question. L'un des dirigeants a-t-il ouvert la question de la paix ou de certaines initiatives de paix dans le conflit en Ukraine? Merci. J'ai utilisé une petite aide, une petite barrière tout à l'heure, en disant que tous les téléphones portables avaient été confisqués. Parce que souvent, des sujets sont abordés qui ne devraient probablement pas faire l'objet d'une discussion publique, car parfois un Premier ministre exprime vraiment son opinion personnelle, et il ne serait pas correct de critiquer immédiatement quelqu'un pour ses opinions personnelles. Mais il reste vrai, et je peux le dire, que l'Union européenne a très peur d'un cessez-le-feu. Et elle a des arguments du genre, je ne partage pas cet avis. Qu'un cessez-le-feu permettrait à la Fédération de Russie de reprendre son souffle et de regagner certains avantages en termes d'armement et de choses similaires. Ce qui m'inquiète, c'est que le report d'un cessez-le-feu entraîne de plus en plus de pertes humaines en Ukraine, tant du côté ukrainien que du côté russe. La discussion la plus sérieuse, monsieur le journaliste, je vais le dire de manière générale, portait sur ce à quoi pourrait ressembler, selon l'Union européenne, les garanties de sécurité pour l'Ukraine, dans le cas où une grande puissance comme les États-Unis ne participerait pas à ces garanties de sécurité. Et il est de plus en plus certain que les États-Unis ne participeront probablement pas aux garanties de sécurité. Il existe plusieurs variantes de procédures en ce qui concerne la fourniture de garanties de sécurité. Le pire scénario que je puisse imaginer, et avec lequel je ne veux rien avoir à faire, est que l'Union européenne nourrisse et entretienne l'armée ukrainienne comme une garantie de sécurité. Parce que ce scénario apparaît également sur la table. C'était plus calme que d'habitude, car l'entrée en scène du président américain a été radicale dans ces processus. Il y avait aussi beaucoup plus de rationalité. Je pense que tout le monde est conscient de la situation militaire. L'Ukraine est en train de perdre cette guerre, c'est tout à fait évident. Tout le monde compte l'argent. Si nous prenons l'idée que l'Union européenne devrait nourrir une immense armée, en plus d'augmenter ses propres dépenses pour sa propre capacité de défense, en plus de chaque État membre augmentant ses dépenses de défense pour sa propre sécurité nationale, alors je me demande où sont les gens. Que allons-nous donc supprimer? Les retraites, les hôpitaux, tout, juste pour acheter des armes à des prix exorbitants. Mais c'était globalement rationnel, mais il y a, monsieur le journaliste, une énorme incertitude. Et c'est pourquoi je veux agir de manière stabilisatrice sur les questions de politique étrangère. Nous faisons ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord hier au comité du Conseil national. S'il vous plaît, ne trompez pas le public en disant que la Slovaquie a pris hier des engagements envers l'Ukraine. Mon opinion sur l'Ukraine, vous la connaissez, nous sommes prêts à les aider comme nous le faisons. Pas d'armes, pas d'argent. C'était aussi le sujet du sommet de l'Union européenne d'hier. Bon conseil, Anto Ijoika. Je veux vous interroger sur cette formulation qui a finalement été adoptée, selon les informations légales. Initialement,
il était explicitement question de rétablir les approvisionnements en gaz. Aujourd'hui, la formulation a été adoucie. Plusieurs experts et même l'opposition disent que c'est vague et ne dit rien. Avez-vous le sentiment que cette formulation du Conseil européen vous engage directement à quelque chose? Journaliste Roté, ce qu'il y a de plus drôle dans tout cela, c'est que l'opposition slovaque rejette par principe le transit de gaz via l'Ukraine. C'est intéressant que lorsque nous décidons quelque chose, c'est contraire aux intérêts nationaux de la République slovaque. Quand ils pensent pouvoir le critiquer, parce que c'est trop mou pour eux, ils disent que c'est insuffisant. Mais ils n'ont pas le droit de parler. Ils sont par principe contre l'importation de gaz via l'Ukraine vers la Slovaquie. Quand ils rejettent cela, demandez aux représentants de l'opposition s'ils sont d'accord avec le transit de gaz russe via l'Ukraine vers la Slovaquie. Je soutiens que oui. Je suis d'accord avec cela et je le souhaite, car c'est la meilleure façon de garantir la stabilité. Dites-moi, quelle légitimité a une remarque de quelqu'un qui rejette absolument cela? Venons au déroulement de ces négociations. Cette disposition a été communiquée avec la Commission européenne et les représentants du Conseil européen. Je tiens à remercier M. Cotta, le président du Conseil européen, car il a compris à quel point cela est important pour tous. Dès la semaine dernière, nous avions l'assurance que cette proposition serait soumise. Et dès que cette proposition est apparue, elle a suscité une certaine tempête. Parce que les pays ne voulaient pas admettre que l'Ukraine achète du gaz russe. Les pays ne voulaient pas admettre que l'arrêt du transit cause d'énormes problèmes sur le marché européen. Nous voulions donc nous assurer, de manière ferme, que cela serait pris en compte. S'il n'y a pas de mention du transit de gaz et de nos préoccupations, nous ne voterons tout simplement pas en faveur de l'Ukraine. Comme je l'ai dit exactement, car rien dans ces conclusions ne me dérange, si l'on peut les appeler ainsi, car ce ne sont pas des conclusions au sens plein du terme. Les conclusions concernent les capacités de défense. Il n'y a rien là-dedans qui m'affaiblisse. Il y a la volonté, si les gens soutiennent l'Ukraine. Mais nous avons un mandat fort de l'organe européen le plus important, le Conseil européen, pour travailler avec la Commission. Bien sûr, vous ne pouvez pas dicter à l'Ukraine quoi que ce soit, car l'Ukraine peut faire comme elle veut. Je dis simplement que l'aide ne peut pas être un ticket à sens unique. L'Ukraine doit aussi avoir certaines obligations. Et surtout, les préoccupations que soulève la Slovaquie, ce sont les préoccupations que nous exprimons. L'augmentation des prix du gaz, l'énorme problème de pénurie de gaz et la compétitivité de l'UE. Ce sont les trois préoccupations qui ont été clairement définies. Alors dites-moi, qu'aurais-je dû accomplir de plus? Le Conseil européen ne peut pas dire à l'Ukraine qu'elle doit rétablir le transit de gaz. Il ne pourrait le faire que s'il faisait chanter l'Ukraine. S'il disait à l'Ukraine qu'elle n'obtiendrait rien tant que le transit de gaz via l'Ukraine ne serait pas rétabli. Mais il y a de nombreux États membres qui ne souhaitent pas le transit de gaz russe via l'Ukraine. Il y a beaucoup d'États. Vous serez tous satisfaits, car le gaz ne transite pas pour la consommation domestique. Vous achetez ce que vous achetez, mais nous perdons de l'argent en n'ayant pas de transit. Mais encore une fois, tout le monde le sait, les décisions du président Zelensky ont gravement endommagé toute l'UE. Qu'en est-il de l'opposition? C'était hier au comité. S'il y a une mention du transit, c'est là. Et s'il y a ces préoccupations que nous définissons si clairement, j'ai déjà fait 10 conférences de presse à ce sujet. Je ne sais pas ce que j'aurais dû accomplir de plus au sein de l'UE. Mais c'est typique. Je comprends que vous avez une casquette ou non. Vous connaissez cela. C'est comme ça que ça fonctionne en Slovaquie. Mais s'ils veulent vivre comme ça, qu'ils vivent comme ça. Mon devoir était... J'aurais fait cette conférence de presse si j'avais su ce que j'allais entendre ce matin dans la salle de bain, probablement hier soir à 2 heures. C'était un autre sommet hier, ce que j'ai entendu à la radio ce matin. C'était probablement quelque part en Mauritanie. J'étais à Bruxelles, et j'y ai siégé honnêtement chaque minute, car parfois, monsieur le journaliste, il y a un risque que ces négociations durent 12 heures. Et il y a un risque que si vous n'êtes pas là un moment, que vous partiez juste aux toilettes ou ailleurs, quelque chose puisse se perdre. Alors nous sommes tous assis là, et nous nous surveillons très attentivement, pour voir qui propose quoi, si quelque chose ne vous échappe pas, ou je ne sais quoi d'autre qui pourrait se passer. Alors j'étais tranquille, je ne ferai pas de conférence de presse à 2 heures du matin, mais après les cris que j'ai entendus ce matin, s'il vous plaît, nous aussi nous nous réjouissons parfois du succès. C'est un succès. Le Conseil européen constate qu'il respecte les préoccupations que la Slovaquie soulève constamment concernant le transit de gaz, car ce sont des préoccupations légitimes. Elles nous menacent tous. Qu'aurais-je dû accomplir de plus? Dites-moi.
Et nous conservons une autonomie absolue en ce qui concerne les ressources financières et les autres aspects. Il y aura probablement un plan à l'avenir. Je ne peux pas exclure que quelqu'un dise « Allons encore plus loin avec l'Ukraine et inventons quelque chose ». Cela ne peut pas se faire au détriment du budget de l'État et des citoyens de la République slovaque. C'est notre philosophie. Il n'y a pas d'autre voie. Et hier, rien de tel ne s'est produit. Donc, tous ces cris et ces discours que j'entends depuis ce matin sont injustes. Au lieu de constater qu'une chose sérieuse a été accomplie concernant le transit, on crée à nouveau une image, comme si nous avions fait je ne sais quoi hier. Je ne commenterai pas les félicitations de plusieurs premiers ministres qui ont dit que j'avais encore obtenu ce que je voulais en silence. Je n'ai pas fait de bruit autour de cela. Nous l'avons négocié à l'avance, nous l'avons fait, la pression a été mise pour inclure cette disposition, une solution de compromis a été trouvée. Merci beaucoup. Nous voulons la mettre en œuvre, car vous avez dit à plusieurs reprises que cela ne se ferait pas au détriment des retraites et des autres dépenses. Quelqu'un peut donc le financer. Quelle est votre vision pour les prochaines années? 800 milliards, c'est la somme. Attendez, on parle de quelque chose comme 800 milliards. Bien sûr, cela pourrait être pour la défense. C'est ainsi que la présidente de la Commission européenne l'a également défini. Je répète, il y a 4 ou 5 instruments, monsieur le journaliste. Toute l'Union européenne s'est mise d'accord là-dessus. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi je devrais être critiqué maintenant pour avoir soutenu l'idée de toute l'Union européenne d'augmenter les capacités de défense de l'Union européenne dans le cas d'un retrait des troupes américaines d'Europe. Je l'ai déjà dit une première fois. Une exception au pacte de stabilité et de croissance. Je l'accueille favorablement. Oui, parfait. Flexibilité dans l'utilisation des fonds européens. Je l'accueille favorablement. Oui, parfait. Super. Que la BEI intervienne avec des prêts pour le secteur privé, que nous intensifierons le secteur privé pour qu'il s'implique. Mais on ne peut pas faire ça, monsieur le journaliste, en disant que les États vont maintenant réunir 800 milliards. C'est impossible. Oui, je serais très heureux si nous nous situions actuellement autour de 2% du PIB pour les dépenses de défense. Vous savez que nous finançons déjà des projets civils importants comme l'hôpital de Prešov. Pour 600 millions d'euros, cela sera construit avec les ressources du ministère de la Défense. Et Robert Kaliak a d'autres projets prêts. Si la Commission européenne et l'Union européenne nous donnent la possibilité d'utiliser ces fonds pour des projets à double usage dont nous avons besoin, alors je considère que la décision prise hier était la bonne. Tout le monde en est très conscient, monsieur le journaliste. Je pense aussi que quelqu'un a dit hier lors des négociations qu'une chose est la capacité de défense, et une autre est de savoir si nous sommes prêts à commettre un suicide politique. Eh bien, je ne commettrai certainement pas de suicide politique. Parce que maintenant, nous réduisons toutes les dépenses sociales justes pour avoir des armes, même si le problème est que souvent, ces armes, nous devrions les acheter sur le marché américain. C'est pourquoi je pense qu'un bon compromis a été trouvé concernant ces projets à double usage. Toute l'Union européenne est unanime sur ce point. Personne n'a remis en question les conclusions concernant la capacité de défense de l'Union européenne. Personne. Hier matin, au comité, j'ai dit à 100% que, en ce qui concerne la capacité de défense de la Slovaquie, nous devons faire partie de ces discussions. Nous ne voulons ni quitter l'Union européenne, ni nous placer dans une position de neutralité. Nous sommes et voulons rester dans l'Union européenne. C'est donc le seul sujet vital pour l'Union européenne. Nous devons faire partie de ces discussions. Merci beaucoup.